gouvernance, père fondateur du Parti démocratique gabonais, plus d'une décennie après, qu'en est-il exactement de son héritage politique? Le récit de Guy-Frey Ndongobian. À la suite du décès du président Léomba, Albert Bernard Bongo accède à la magistrature suprême le 28 novembre 1967 alors qu'il est seulement âgé de 32 ans. Le 12 mars 1968, il fonde le PDG, le Parti démocratique gabonais, seule formation politique qui régnera au Gabon jusqu'en 1990 avec le retour du multipartisme. Le parti est le reflet de la société. Il renferme à son sein des vétérans qui ont fait leurs preuves et des jeunes qui semblent et souhaitent apporter du sang nouveau. Ces deux catégories de camarades sont indispensables et la présente réunion a montré que lorsqu'ils travaillent en symbiose, des résultats sont excellents. En 1973, Albert Bernard Bongo se convertit à l'islam et devient El Hadj Omar Bongo. Pendant 42 ans, Omar Bongo Ondimba présidera aux destinées de son pays en ayant comme modèle politique l'unité nationale et la paix. Je parle la paix, on ne mange pas la paix, mais on ne mange pas la paix. On ne construit pas dans le désordre. Et moi je dis, il faut la paix pour tout faire. 11 ans après, l'héritage de l'illustre disparu semble avoir perdu son rayonnement car plus que jamais les Gabonais sont épris de paix et de justice sociale. Homme d'ouverture, Omar Bongo Ondimba privilégiait le dialogue, la réconciliation et le pardon, ce qui lui a valu le titre de sage de l'Afrique par ses pairs. Avant sa mort à Barcelone, en Espagne, le 8 juin 2009, Omar Bongo Ondimba a consacré sa vie au développement de son pays et au leadership du continent africain. 11 ans que disparaissait le président Omar Bongo, quelques personnalités de la République ont exprimé leur ressenti. Au micro d'Elvire Mbadinga Milingi, vous écouterez momentanément André Dieudonné Baird, René Demezo-Obian, Désiré Singatadi et quelques honorables députés. Le président, surtout à cette époque-là, c'était notre père, qui, pour lui, l'unité, la paix entre nous, c'était son obsession. Le président Bongo, c'était quelqu'un aussi qui était réaliste et qui voyait, qui sentait les choses. Cet effondrement du mur de Berlin, le monde était bouleversé. Et ça, de là-bas, c'est venu même en Afrique, les bouleversements. Et le président a pris les devants. C'était un homme multidimensionnel. Ce n'était pas seulement un homme de paix. Évidemment, il chérissait la paix. C'était un homme qui savait rassembler, qui savait parler aux gens, qui savait unir les gens. Il savait particulièrement associer toutes les générations de ses compatriotes. Il y avait toujours dans ses gouvernements des gens d'un certain âge, des jeunes et des moins jeunes. Je garde de lui l'image d'un homme d'État. Un homme d'État soucieux non seulement des préoccupations de son peuple, mais aussi des populations un peu fragiles. Omar Bongo était de ces hommes politiques qui pensaient qu'au-delà de toute chose, il était important de toucher les Gabonais, quel que soit leur niveau de vie, mais surtout les Gabonais de l'arrière-pays. C'est l'année où les jeunes, les élèves du secondaire, avaient marché tous comme un seul homme en direction du palais présidentiel. J'étais parmi ces jeunes et avec la crainte que l'armée devait certainement nous frapper, nous matraquer. Non, arrivé devant le portail, le grand portail de la présidence, le président Omar Bongo Ondimba a demandé que l'on ouvre l'accès aux jeunes que nous étions. Aujourd'hui, on peut se targuer d'une certaine fierté, que l'on soit à l'intérieur de la nation, donc ici au Gabon ou à l'extérieur. On est fier de se dire on est Gabonais, parce que l'aspect diplomatique de Omar Bongo aujourd'hui a réussi à faire parler du Gabon. Un homme qui a accompli une œuvre très immense et multidimensionnelle, qui a incarné de grandes valeurs, d'abord des valeurs humaines, et puis des valeurs morales et politiques.
Voilà, dans le programme de la soirée, vous suivrez bien entendu la totalité de leurs propos. Les populations de la ville d'Oyem dans la province du Wellington, c'est à l'extrême nord du Gabon, ne sont pas restées en marge des hommages rendus au deuxième président du Gabon. Eh bien, je vous propose quelques réactions dans cet élément qui suit. Un grand homme politique, un père, un guide de la nation. On sait que la paix a beaucoup évalué. D'ailleurs, il a eu, je crois, deux prix. 2007, prix Manaï de la paix. En 2008, le prix Laurier d'or de la paix. C'est quelqu'un qui était très sensible au problème du Gabon. Dommage qu'il y a eu le confinement, la pandémie est là, sinon j'aurais dû, l'année dernière, organiser Semoli. Bondimba, c'était un grand homme de la nation gabonaise. Durant tout le temps qu'il est resté aux affaires au Gabon, il a géré de maîtres le pays comme cela se devait. D'une manière générale, c'était un bon président, un président qui savait écouter les Gabonais, qui disait d'ailleurs à l'époque que la jeunesse était sacrée. Je vous donne lecture de cette information qui me parvient à l'instant. Le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Mardi 9 juin 2020, commission des lois et des affaires administratives chargée des droits de l'homme. 10 heures, audition de Madame ministre de la Justice, garde des Sceaux sur le projet de loi portant statut particulier des personnels du corps autonome paramilitaire de la sécurité pénitentiaire. 11 heures, audition de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur sur le projet de loi relatif au numéro d'identification personnelle, salle Jean-Hilaire Obama. Justice à présent, ouverture ce matin au tribunal de première instance de Libreville de la première session criminelle spéciale pour l'année 2019-2020. Monsieur Abba Minko et ses co-accusés ont comparu devant la cour pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et pour diffusion de fausses nouvelles qui auraient perturbé la quiétude publique. Le compte rendu de Cyril Bertrand Galéco, Michel John Boudéan. Placé sous mandat de dépôt le 27 juin 2017, Roland Désiré Abba Minko et ses co-accusés se sont présentés à la barre ce 8 juin 2020 pour répondre aux infractions qui leur sont reprochées d'avoir commis, à savoir association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, diffusion de nouvelles fausses ayant troublé la paix publique, incitation à la révolte contre les autorités de l'État, trouble contre la paix publique. S'ils sont reconnus coupables, les prévenus pourraient être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et au paiement des amendes extrêmement lourdes. Vous êtes renvoyé entre autres pour le compte du crime contre la sûreté intérieure de l'État. Ce crime au terme de l'article 68 de l'ancien code est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Parce que les autres faits, ce sont des délits. Mais je préfère mieux ce que vous encourez. La peine la plus forte, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Pour rappel, le 16 juin 2017, cet ancien candidat à la présidentielle du 27 août 2016 avait organisé des opérations commando au sein de plusieurs médias de Libreville, parmi lesquels Africa numéro 1, Gabon Télévision, Canal 7 ou encore TV+. Des hommes non identifiés et équipés d'armes blanches s'étaient introduits dans plusieurs de ces rédactions en demandant la diffusion d'un message de Roland Désiré Abba Minko dans lequel ce dernier appelait à la déstabilisation des institutions. Au moment où nous quittions la salle d'audience, le verdict n'était pas encore rendu. Et on parle société à présent, le secteur gabonais de l'éducation en voie d'une éventuelle reprise des cours. La pandémie Covid-19 et le confinement qui va avec, vous le savez, ont imposé au secteur éducatif l'arrêt des activités académiques 2019-2020 pour cause de propagation du virus. Pour une tentative de reprise des cours, eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, professeur Patrick Daouda Mugiama, a donc présidé ce matin une réunion préparative en présence des Vrambani Pitake et Jean-Pierre Moussouani. Il s'est agi au cours de cette visioconférence d'examiner et d'harmoniser des stratégies permettant en toute sécurité sanitaire la reprise des cours dans le secteur de l'éducation nationale. Le gouvernement a suspendu les cours depuis le 14 mars dernier suite à la pandémie de la Covid-19. Aujourd'hui, il était question pour le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Patrick Mugiama Daouda,
de réunir tous les acteurs concernés par la sécurité sanitaire, aussi bien des enseignants que des apprenants, afin d'examiner la conditionnalité à l'ouverture des classes. L'accent aura été également mis sur la question du transport des élèves, le port des masques et la distanciation sociale dans les salles de classe. On a traité de la question du transport des élèves en respectant les mesures barrières. On a traité de la question de l'eau, de la fourniture en eau. Nous avons traité de la question de la fourniture en bavette pour protéger les enfants. Tous ces éléments sont des préalables à la reprise des cours. Si on doit garder le principe de 9 personnes par bus, vous comprenez qu'il faudrait beaucoup plus de bus pour transporter les élèves d'un point à un autre. Il faut savoir qu'il y a des élèves qui apprennent à Libreville et qui vivent en Toum, et vice-versa. C'est dans un élan de patriotisme que les ministres de l'Éducation nationale, en connivence avec tous les acteurs impliqués, entendent mettre tout en œuvre pour renouer avec le chemin de l'école. Les chiffres sans cesse grimpants de cas infectés du coronavirus au Gabon, une préoccupation à plus d'un titre pour l'ensemble de la population gabonaise. Et bien trouver des mécanismes visant à freiner l'émergence de la pandémie, l'un des chevals de bataille majeur, Evrambani Pitake nous en parle. La situation épidémiologique du Covid-19 au Gabon préoccupe de nombreux concitoyens en raison du nombre de cas de contamination qui a franchi la barre de 3000. Le respect strict des gestes barrières en cette période de crise sanitaire est la clé indispensable pour bien traverser la phase critique de la pandémie dans notre pays. Chacun a sa façon d'exprimer sa contribution dans la lutte contre le Covid-19. Nous n'allons jamais nous distraire par rapport au travail que nous avons. C'est un travail fondamental, c'est un travail important que nous faisons tous les jours. Lutter contre une maladie qui entraîne des décès, lutter contre une maladie qui entraîne en moyenne une centaine d'hospitalisations par jour. Donc nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la santé de la population gabonaise. Donc tout ce qui est comme divertissement ne nous intéresse pas. Notre objectif, c'est se concentrer sur l'état de santé de la population parce que c'est la mission qui nous a été donnée par les plus hautes autorités, celle de lutter contre le coronavirus, celle de faire en sorte que la population gabonaise ne soit pas trop impactée par cette maladie. C'est ce que nous faisons. Rappelons que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé la phase du pic pour les pays d'Afrique entre la fin du mois de mai et la mi-juin. Dans l'actualité à Makoko, capitale provinciale de Logo-Evindo, c'est au nord-est du Gabon, on parle de la prise en charge ce week-end de près de 2000 personnes dans le cadre de la caravane médico-humanitaire du SAMU social. Et bien une activité qui voit l'appui du ministre d'État aux Affaires étrangères, Alain-Claude Billier-Bizet, la correspondance de Benjamin Evin-Binier. Au terme de ces 2 jours d'activité de médecine de proximité dans la capitale provinciale de Logo-Evindo, la satisfaction est sans équivoque tant les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour nous, c'est une première à Makoko, mais surtout le chiffre de 1921 compatriotes vus en 48 heures, c'est quelque chose d'extraordinaire. 802 vus hier, 1019 aujourd'hui. Pour moi, cela fera date. 575 actes de médecine générale, 288 en pédiatrie, 218 en ophtalmo, 206 en gynécologie, 187 en stomatologie, 113 en cardio, 96 examens de laboratoire dont TDR paludisme, VIH-Sida et hépatite B et C. 85 cas de petite chirurgie dont 39 kystes et lipomes en plus des 46 circoncisions. Pour le gouverneur de province, au-delà de ces résultats, il faut réfléchir sur les actions à venir. Vous avez bien vu l'affluence, près de 2000 compatriotes qui ont été soulagés. Mais la guérison commence par le soulagement. Il nous reste à prendre le relais et à cogiter sur d'autres formes d'intervention. Encore une fois, merci. Au-delà de la promptitude et de l'expertise du SAMU social, cette caravane médico-humanitaire aurait été motivée par un fils de la localité. Il faut dire que le ministre d'État aux Affaires étrangères avait bien cerné les difficultés des populations de Makoko et nous a fait comprendre qu'il était urgentissime de venir ici. Et
en moins de 72 heures après sa demande, nous sommes arrivés à Moko. Avant d'embarquer pour Libreville, Wenceslas Yaba a fait don d'une quantité non négligeable de médicaments aux structures sanitaires locales. Ce don de médicaments, continuer à donner aux autres démunis qui viendront demain, après-demain, dans une semaine, dans 2 semaines. C'est important. Économie à présent, 179e réunion de la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ce week-end. Le ministre gabonais du pétrole, Vincent de Paul Massassa, y prenait part par visioconférence. La question relative à l'équilibre du marché pétrolier était au centre des travaux, le compte rendu de Lariskalor Mamengi. Cette conférence internationale qui a eu lieu par visioconférence en raison des restrictions imposées par la pandémie du Covid-19 était principalement axée sur le point d'étape de l'accord du 12 avril dernier relatif à la baisse de la production pétrolière des pays membres de l'OPEP. L'OPEP, dans un effort de stabiliser le marché, avec la participation des pays alliés, qui est désormais connu comme l'OPEP+, en tête desquels la Russie, avait convoqué des rencontres au cours desquelles certaines résolutions avaient été prises. Et donc, il s'agissait pour nombreux de faire un point d'étape, n'est-ce pas, pour regarder quelle aura été la réaction du marché par rapport à ces décisions qui ont été des décisions historiques à ce moment-là. Le ministre gabonais du pétrole, Vincent de Paul Massassa, a réaffirmé l'engagement du Gabon à respecter les résolutions de ces assises. Le Gabon, en tant que pays de l'OPEP, a souscrit à cette réduction volontaire, n'est-ce pas, de production. Il faut reconnaître que pour ce qui est du Gabon aujourd'hui, la production du Gabon vient des champs dits matures. Par champs matures, nous entendons par là des champs qui ont désormais montré tout leur potentiel et qui, pour la plupart, se trouvent dans des phases de déclin. Il s'est agi aussi d'examiner une proposition de consolidation sur une réduction de 9,7 millions de barils jour durant le mois de mai et juin afin d'atteindre l'équilibre du marché pétrolier. Le Gabon, depuis lors, a volontairement réduit de 23% son quota journalier de production, toute chose coïncidant avec la maturité des champs en action et les effets de la pandémie du Covid-19 sur l'activité pétrolière mondiale. Allons dans la province du Haut-Togo et c'est au sud-est du Gabon. La mairie de la commune de Moanda vient de procéder à l'adoption compte administratif 2018 et au vote du budget 2020 des travaux en session que nous rapportent ici nos correspondants sur place, Jacob Mukongi et Aimé Joël Ajaï. 10 procurations, un absent, 30 présents, 2 décédés sur les 43 conseillers, quorum très largement atteint pour la tenue des travaux dont l'ordre du jour reposait sur 2 points essentiels, l'examen et l'adoption du compte administratif 2018 voté par acclamation dans une salle de réunion où la distanciation sociale et le port du masque étaient de mise. Dans un climat plutôt serré et constructif, les conseillers ont ensuite passé au crible toutes les rubriques du budget primitif 2020 arrêtées en recettes et en dépenses à 1 milliard 57 46 574 francs CFA, léger hausse par rapport à celui de l'exercice écoulé qui se chiffrait à un peu plus de 900 millions de francs CFA. Regard sur les priorités. Nous avons mis un accent particulier sur la réparation des engins. Nous avons mis un budget assez conséquent. Les priorités aussi sont la réfection des voies secondaires. Tous les conseillers se sont exprimés avec démocratie, avec le cœur. Si on continue comme ça, je pense que pendant ce mandat, on va apporter plus à la vie de mandat et aux populations. Le débat, ça s'est bien passé. Et le maire central est là, il est toujours à l'écoute de chaque proposition. La signature de 13 délibérations, dont celle autorisant le maire à instaurer une taxe sur les bêtes en divagation au sein de la commune d'un montant de 50 000 francs CFA, et la minute de silence en mémoire de l'ancien directeur de cabinet, Séraphin Manguindi, disparu, était également au menu de ces 2 sessions. Venons-en à la célébration ce 8 juin de la Journée mondiale des océans. Les espaces marins recouvrent plus de 70% du globe. L'édition 2020 s'articule autour du thème « L'innovation au service d'un océan durable ». Les précisions de Lariskalor Mamengi. L'innovation au service d'un océan durable, thème évocateur pour rappeler le rôle primordial que jouent les océans dans notre subsistance. Lorsque nous pensons aux risques concernant la santé publique, nous ne pensons pas forcément aux océans.
Pourtant, leur santé est intimement liée à la nôtre. Certains pourraient être surpris d'apprendre que les scientifiques travaillent sur des organismes découverts à des profondeurs extrêmes pour accélérer la détection du Covid-19. Véritables poumons de notre planète, les océans fournissent par exemple la plupart de l'oxygène que nous respirons. Ils constituent aussi une source importante de nourriture et de médicaments, d'où l'importance de sensibiliser le public sur la place fondamentale qu'il occupe dans notre écosystème et sur les menaces auxquelles ils font face à cause des activités humaines. Cette journée appelle donc à la mobilisation et à l'union des populations du monde entier autour d'une gestion plus durable des océans. Les océans ne cessent d'être confrontés à de nouveaux défis et nécessitent des solutions adaptées. Compte tenu de la pandémie du Covid-19 qui frappe la Terre entière, cette journée sera célébrée en ligne. Justement, vous le savez, l'événement intervient dans un contexte de crise sanitaire Covid-19, ce qui limite considérablement les activités des associations. Eh bien, l'innovation pour un océan durable, c'est le thème qui nous est d'ailleurs expliqué par le président de l'ONG BECAM, Olivier Invo. Et bon, nous l'écoutons. Nous entendons par innovation notamment l'insertion de nouvelles techniques, de nouvelles idées et de nouveaux produits, est un terme dynamique et rempli d'espoir. Ce thème est particulièrement important car il cadre avec la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement qui se tiendra entre 2021 et 2030. Ainsi, cette décennie renforce-t-elle, à n'en point douter, la coopération internationale afin de développer la recherche scientifique et les technologies innovantes qui peuvent lier les sciences océaniques aux besoins de la société. Notre relation avec les océans est donc vitale. Notre survie en dépend. Les océans demeurent de véritables poumons de notre planète. Ils nous fournissent, par exemple, la plupart de l'oxygène que nous respirons. Les mers étaient à l'honneur hier à travers le monde. Celles de Koulamoutou, dans la province de Logoué-Lolo, sud-est du Gabon, ont reçu à cet effet l'hommage de l'association Naissance de la Lolo Bouengidi. Plusieurs présents à leur profit, la correspondance de Dieudonné Rongo. Cinquantaine de maires ont reçu la visite surprise des membres de l'association Naissance sur la Lolo Bouengidi. Première étape de cette caravane, la numéro 1 de la province de la gouverneure Marie-Françoise Dikumba. Bouquet de fleurs, cadeaux surprises et récitals poétiques ont été au menu de cet événement organisé par l'association Naissance sur la Bouengidi et parrainé par l'un des fils de la localité, Gaston Midungani. Cet événement a été possible grâce au concours ou au parrainage de notre aîné, M. Gaston Midungani, qui ne cesse de faire pour la population de Koulamoutou, qui a un grand cœur en cette période où on fête la mer. Femmes chefs de quartier et femmes leaders d'opinion ont toutes été à l'honneur. Et les mots ne suffisaient pas pour marquer leur joie. Je vous dis grand merci. Grand merci avec tout mon cœur. Grand merci avec tous les cœurs de mes sœurs parce qu'elles ne me diront pas le contraire. La surprise est vraiment très agréable. Je ne savais pas que dans la commune de Koulamoutou, il y a les gens qui ont apprécié mon action. Merci beaucoup. Il n'y a pas un mot supérieur à merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que ça prenne une longue vie. Merci, je vous remercie. Vous avez pensé à maman. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Précisons que le clos de cette cérémonie qui s'est déroulée au siège de cette association a obéi au respect strict des mesures barrières et les mamans en rentrant chez elles ont espéré se retrouver le 30 mai 2021 pour la prochaine célébration de la fête des mères. Politique à Libreville, le Rassemblement pour le Gabon RPG, parti politique de l'opposition, et dans la continuité de la célébration de ses 30 ans d'existence, eh bien, les membres du parti qui a pour fondateur le père Paul Mbabé Solo étaient nombreux ce week-end au siège de Petit Paris, c'est dans le 3e arrondissement de Libreville, eh bien, pour commémorer cet anniversaire. On en parle avec Georges Kombila, Jean-Pierre Moussouadi. Il a traversé le temps et les âges. Le Méridional des bûcherons, qui s'est mis en rassemblement des bûcherons RNB, est devenu depuis le 28 octobre 2000 le Rassemblement pour le Gabon, RPG. Il vient de souffler de façon inhabituelle ses 30 bougies
en cette période de crise sanitaire du Covid-19 où la distanciation physique reste l'une des mesures scrupuleuses de protection. Le contexte sanitaire actuel ne nous a pas permis de commémorer notre anniversaire avec faste. Toutefois, dès que le contexte le permettra, nous organiserons des manifestations festives en temps opportun tout au long de l'année 2020. Ce parti accompli, doté d'une double personnalité dont l'objectif est fondé sur l'intérêt général, le président actuel du parti a rendu un vibrant hommage au président fondateur. Tous ces événements ont certes affecté le fonctionnement de notre parti, mais à aucun moment ont entamé le moral et la détermination de ses militants et de son président fondateur, l'ami Paul Mba Abessol. Il a su nous orienter, encadrer, conseiller et parler au peuple gabonais. Il a su également taire les velléités et les ardeurs des uns et des autres pour privilégier l'intérêt supérieur du Gabon. 3 décennies qui couronnent l'âge de la maturité de ce parti politique dont le positionnement n'a jamais changé depuis lors. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, mais avant de nous séparer, le rappel des titres tout de suite. Dans l'actualité de ce 20h, 8 juin 2009, 8 juin 2020, 11 ans déjà que décédait le président Omar Bongo Ondimba à Barcelone en Espagne, le patriarche de la paix et le fondateur du Parti démocratique gabonais, plus d'une décennie après. Qu'en est-il de son héritage politique? C'était l'analyse de Guifren Dongobian dans ce journal. Dans le journal également, justice avec l'ouverture ce matin du procès d'Abamiko au tribunal de première instance de Libreville. Dans le cadre de la première session criminelle spéciale, Cyril Bertrand Galeko signait ce reportage. Et puis la célébration aujourd'hui des espaces marins à travers le monde, les océans qui recouvrent plus de 70% de la surface du globe ont été célébrés aujourd'hui sous le thème « L'innovation pour un océan durable ». C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité 23h. Andy Tongi sera des vôtres. Excellente soirée chez vous. À demain 20h.